Bonjour et bienvenue, le point commun entre Manodou, Wiffen ou encore Ledecky, Florian Wellbrock, Sun Yang, c'est qu'ils ont tous battu des records du monde. La différence en revanche, c'est qu'ils ont un tempo de battement de jambes totalement différent l'un de l'autre, totalement unique. Ça peut être du 2 temps, ça peut être du 4 temps, ça peut être du 6 temps, ça peut être du 5 temps hybride. Bref, il y a plein de tempos différents et justement dans cette vidéo, on va voir quel est le battement le plus efficace et le plus économique au monde. Et on va aussi voir comment trouver votre propre tempo, celui qui sera le plus utile pour vous. Pour commencer, les jambes ne servent pas à avancer, elles servent uniquement à s'équilibrer. Oui, c'est ce que j'ai dit même pour Ian Thorpe, 100% de la propulsion se fait exclusivement sur les bras parce que, comme disait Raymond Cato, deux vitesses ne peuvent pas s'additionner. Pour illustrer tout ça, j'aurais pu vous parler de l'expérience de Kunzelman faite dans les années 70 où il remorquait les nageurs, il les tirait avec un câble et malgré l'ajout de battements de jambes, la tension du câble ne diminuait pas. Ce que vous pouvez vous essayer par contre c'est de nager avec des palmes, vraiment faire un 50 mètres à fond et on se rend compte que peu importe la fréquence qu'on va mettre sur les bras, c'est vraiment les jambes qui propulsent. Donc c'est l'inverse en fait du crawl où on va se propulser avec les bras, s'équilibrer avec les jambes. Là c'est propulsion jambes avec les palmes et équilibre, positionnement du corps dans une meilleure position hydrodynamique avec les bras. Donc je reviendrai sur le cas du sprint un peu plus loin dans cette vidéo. D'abord, commençons par parler du rôle des jambes, donc de l'équilibre du corps dans l'eau. Première chose super importante, ça va être de chercher une meilleure horizontalité. Les jambes en fait vont maintenir les talons, les pieds plus proches de la surface pour une meilleure horizontalité du corps et donc pour baisser les freins encore plus. Parce que ce qu'on peut voir ici, l'horizontalité va être mise à mal dans plusieurs cas. On est obligé de bouger les bras pour avancer, ça forcément. Mais quand on passe du temps avec le bras en arrière de la ligne des épaules, donc en direction des pieds, dans cette moitié-là, tout simplement, du corps, et bien forcément, faites le test, hein, un bras devant, un bras derrière, essayez de flotter. Mécaniquement, dans 98 voire 99% des cas, les pieds vont forcément tomber, ou en tout cas, soit carrément vers le fond, soit en tout cas, ils ne seront plus à la surface de l'eau, et donc forcément, un corps qui va être moins horizontal, et ben ça crée des freins, des résistances à l'avancement. Autre point qui va faire couler les pieds, c'est aussi tout ce qui est retour aérien, parce que les bras qui passent du temps au-dessus de l'eau, et ben ça fait toujours aussi couler le corps, et ce qui coule par rapport au corps, c'est toujours les pieds. Autre point qui va faire couler les pieds vers le fond de la piscine, ça va être d'expirer. Expirer, c'est indispensable pour inspirer derrière, mais forcément ça met à mal aussi l'horizontalité du corps. Donc le rôle des jambes dans tout ça, c'est d'appuyer vers le bas, tout simplement pour maintenir les talons proches de la surface de l'eau, voire en surface de l'eau, en tout cas sur le haut du battement. Donc forcément cette horizontalité ça sera aussi en fonction de la longueur de son buste par rapport à ses jambes parce que plus on a un buste long, plus Archimède aura des points d'appui pour maintenir le corps à l'horizontale en surface de l'eau. Donc en gros, avoir un buste long ça donne plus de points d'appui pour Archimède, tandis que si on avait des jambes plus longues, et bah avec l'écart qu'il y a au niveau des cuisses et au niveau des jambes, des pieds, bref tout simplement de l'arrière du corps, et bah Archimède aura un peu moins de points d'appui. Autre point super important, deuxième point par rapport au rôle des jambes, ça va être le roulis. Le fait d'appuyer avec le pied directement vers le fond de la piscine et légèrement sur le côté va faire que on va basculer sur le corps, entrer le bras dans l'eau et se mettre beaucoup plus facilement sur la tranche parce qu'un corps placé comme ça sur le côté, vraiment sur le point de bascule, roulis à 90 degrés ou proche des 90 degrés, va faire que l'eau s'écoule beaucoup plus facilement, tout simplement sur le corps et donc moins de frein. Ça veut dire qu'une vitesse potentielle plus élevée. Et donc finalement, pour comprendre ce battement 2 temps, ce battement 4 temps, ce battement 6 temps, quel est le plus économique et efficace du monde, il faut regarder le temps fort justement du battement. Il y a toujours un moment donné où on appuie fortement, justement, qu'on soit en 2 temps, 4 temps ou 6 temps, fortement avec son pied pour basculer de l'autre côté, donc sur la tranche de l'autre côté, et aussi un peu mieux horizontaliser le corps. Hein. Là-dessus, on a les deux fonctions qui sont ici. Et ce battement-là, boum, vers le bas, ça coïncide avec le catch ou la fin du catch, avec le début en fait de la propulsion, parce qu'on est propulsif juste après l'orientation des surfaces d'appui en avant la ligne des épaules ici. Et ça coïncide aussi avec l'entrée de l'autre bras, boum, dans l'eau, juste ici. Et donc ce temps fort du battement, il est valable du coup comme je le disais en 2 temps, donc aussi bien chez Manodou, chez Ledecky, que sur du 6 temps comme sur Florian Wellbrock juste ici. Là ce qu'on voit, c'est la même chose. Boum, ici il va appuyer sur son pied, ça coïncide avec la prise d'appui ou la fin de la prise d'appui avec le catch, avec l'entrée de la main dans l'eau, il est un peu plus en semi-rattrapé, donc il y aura juste un léger décalage là-dessus, mais voilà, là il appuie et ça dégage ensuite l'autre bras. Et de l'autre côté, boum, même principe, à chaque fois on peut arrêter, on voit bien cette différence, 2 temps faibles, 1 temps fort, 2 temps faibles, 1 temps fort. Et donc pour revenir à la cadence, là on voit Manodou qui va être en battement 2 temps alors que Thorpe va être en battement 6 temps ici.
La différence, ça va être que même si Manodou fait du 2 temps, elle va effectuer 45 à 50 mouvements par longueur, ce qui fait finalement 100 battements forts à chaque longueur, alors que Torp, il est sur du 6 temps, mais il va effectuer moins que 30 coups de bras, 25 coups de bras par longueur, et là forcément ça crée une grosse différence parce qu'il ne fait que 50 battements forts, et il va en faire 4 temps faibles. Et donc forcément ces 4 temps faibles, ils sont moins dépensiers au niveau énergétique, mais ça va faire qu'il se maintient à la surface de l'eau plus longtemps. Parce que Manodou, elle est sur quoi? Elle est sur une grosse cadence de bras, comme on peut le voir ici, alors que Torp, il est sur une cadence de bras très faible, une grande amplitude. Donc forcément, pendant son temps de glisse, avec le bras devant sur le début de retourien, là l'autre bras qui vient de se dégager, il faut qu'il se maintienne à l'horizontale, dans la bonne position, le corps profilé sur le côté. Et donc, les temps faibles vont servir à ça, à maintenir l'horizontalité, à maintenir la position, la bonne posture du corps, pendant que Manodou enchaîne en fait ses coups de bras et ses temps forts. Donc finalement, si on résume, plus la cadence de bras est faible, plus la fréquence de battement va être élevée sur du 4 temps, du 5 temps, du 6 temps, que ça soit hybride ou 3 temps d'un côté, 3 temps de l'autre, peu importe. Et plus la cadence de bras va être élevée, plus la cadence de jambes va être faible. Parce que si on en revient sur les temps faibles, ce qui se passe, là il y a eu temps fort. Le temps faible, premier temps faible, il va se passer sur la fin de poussée du bras. D'accord, pour finir la poussée, dégager le bras, se mettre un peu plus de ce côté-là, en tout cas plus finement. Et ensuite, l'autre temps faible va se produire ici sur le début du rotorien de l'autre bras. Donc en fait, à chaque fois, ça se fait dans la deuxième moitié du corps sur le bras, sur la partie justement où les pieds auraient beaucoup plus tendance à couler vers le fond s'il n'y avait pas justement ce battement équilibrateur derrière. Et donc si on regarde les déquilles, on peut se demander pourquoi en fin de course, à ce moment-là, elle augmente son battement de jambe. Qu'est-ce qui fait que la fréquence passe d'un battement 1 temps, 2 temps à un battement 4 temps? C'est tout simplement parce qu'elle déplace de plus en plus de masse d'eau, elle augmente aussi sa fréquence de bras. Bref, en fait, elle cherche à nager plus vite en mettant plus de mouvements pour finir ses courses plus rapidement. Et c'est exactement aussi ce qu'on observe chez Jan Torp. Jan Torp, il est sur du battement 6 temps tout du long, mais à la fin, il va augmenter sa cadence de bras et donc on aura l'impression que sa cadence de jambe va augmenter alors qu'il mettra juste plus de temps fort. Et donc justement, ces temps forts, c'est exactement ce qu'on va retrouver également en sprint. Donc là, chez Florent Manodou et chez tous les sprinters, c'est qu'il y aura des battements où il y aura que des temps forts sur 6 temps forts. Par rapport au bras, ça va pas arrêter. En fait, il y aura pas de temps faible ici. Pourquoi? Parce que, en tout cas sur le sprint, on va appuyer légèrement vers le bas, ce qui va faire que s'il ne se passe rien au niveau des pieds derrière, et mécaniquement, ce que ça va faire, c'est qu'on va finir par avoir le haut du corps qui émerge, qui remonte. On va nager en hors-bord, on va nager en fait en mode les années 20, en fait tout simplement presque en crawl ou water polo. Et donc en demi-fond sur les fins de course, 400, 800, 1500, ça va être exactement le même principe. Les temps forts vont augmenter, il n'y en aura plus que 2, il y en aura beaucoup plus, qu'on soit en 4 temps, en 5 temps ou en 6 temps, peu importe. Et la logique reste la même, il est de maintenir le corps dans l'axe de déplacement, bref de maintenir son corps le plus projectile possible. Allez, petite parenthèse sur le sprint et notamment sur les fins de course, des nageurs de demi-fond comme Jan Torp qui étaient capables de mettre un gros battement de jambes et surtout d'être très rapide en jambes. Est-ce que, étant donné que la propulsion est discontinue, que ce soit en sprint ou en demi-fond, d'accord, qu'on est toujours sur temps de propulsion, temps de glisse, est-ce que sur ce temps-là, le temps de glisse, le battement permettait de moins perdre de vitesse? Ça, c'est une bonne question. Et là-dessus, clairement, j'ai pas la réponse. Et donc la question qui va se poser maintenant, c'est comment réussir à arriver à ce battement 2 temps, 4 temps, 5 temps hybride, 6 temps. Comment faire pour avoir le battement le plus efficace possible et le plus économique possible? Et donc comment avoir un battement le plus équilibrateur possible? La première chose, ça va être de chercher à avoir une bonne mobilité, une bonne flexibilité au niveau de la cheville pour pouvoir justement appuyer sur l'eau vers le bas ou légèrement sur le côté et ensuite pivoter, là on voit le temps fort en tout cas par rapport à ça, et donc maintenir cette horizontalité aussi le plus possible. Donc concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire bosser en dehors de l'eau pour être capable justement d'avoir cette pointe de pied légèrement à l'intérieur. Là vous voyez la pointe de pied est légèrement vers l'intérieur, la jambe est en rotation interne, et la flexibilité de la cheville permet d'appuyer correctement sur l'eau. Donc pas besoin d'être aussi mobile au niveau de la cheville que sur cette vidéo. Là forcément ça aiderait si on avait des ondulations sous-marines à faire. Donc forcément là un peu plus pour les sprinters, les nageurs de 50, 100, 200 et maintenant même 400 mètres 4 nages. Mais l'idée est vraiment de faire une vidéo sur le crawl, sur la nage du crawl, la nage complète. Donc là une légère flexibilité au niveau de la cheville suffit pour réussir à maintenir une bonne horizontalité du corps en crawl. Donc en sachant tout ça, pas besoin de faire de battement de jambes avec ou sans planche, ça ne réglera pas le problème d'une tempo et ça n'améliorera pas non plus la mobilité de la cheville, autant travailler en dehors de l'eau. Par contre, ce qu'on peut faire en revanche, c'est quand on voit un débutant, il a les jambes qui frétillent, qui bougent beaucoup. Et comment passer du coup de cet état-là où on bouge beaucoup, on frétille avec les jambes, on dépense beaucoup d'énergie, à un battement du coup
2 temps, parce que le fait de réussir le battement 2 temps en allure tranquille avec une grande amplitude fait que derrière on va réussir, peu importe après en allure de course, à faire son 4 temps, son 5 temps, son 6 temps, là où on est à l'aise en fait en fonction de son quoi, de son amplitude, de sa fréquence, de sa cadence de course optimale. Et donc si on part de ce postulat-là que le battement de temps va servir à avoir les autres battements, celui où on est le plus à l'aise, il faut absolument réussir ce battement de temps. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? C'est se concentrer sur les principes, sur les fondamentaux pour un crawl, pour une natation efficace. Et donc la première des choses, ça va être de se placer, de s'horizontaliser le plus possible et de retrouver le meilleur roulis possible vers les 80, 85, 90 degrés pour réduire les freins le plus possible. Et en faisant ça, donc avec par exemple la peau magique pour aller chercher loin devant, on va pouvoir se concentrer ensuite sur créer un peu plus d'appui parce qu'on aura trouvé l'équilibre de son corps, créer un peu plus de catch, coude plus ou moins haut en fonction de pareil de comment on est à l'aise par rapport à la profondeur, par rapport à la puissance musculaire qu'on a, et ensuite accélérer l'eau vers l'arrière pour se donner du coup du temps de glisse ensuite. Et en fonction de tout ça, on va réussir à baisser son nombre de coups de bras à chaque longueur, et quand on cherche à faire des 25 mètres avec le moins de mouvement possible, on va pouvoir vraiment aller chercher le plus de glisse possible parce qu'on aura créé une grosse propulsion et qu'on sera bien placé, donc on sera de moins en moins freiné par l'eau. L'erreur, ce serait de chercher à faire du battement de temps en se concentrant dessus, alors que le battement est subordonné à ce qui se passe sur le reste du corps en termes de propulsion, donc sur les bras, sur la coordination en fait finalement qu'on arrive à acquérir, sur une nage de plus en plus efficace. Et si on se concentre exclusivement sur le de temps, on va avoir une nage beaucoup moins économique finalement que à chercher à l'avoir de manière automatique. Donc en faisant les bons exercices, on peut l'acquérir de manière automatique. Et d'expérience de ce que j'ai vu, moi sur pas mal d'élèves, sur beaucoup d'élèves, des triathlètes qui commençaient sur le tard tout simplement et qui ont appris à nager de plus en plus efficacement, c'est que quand on arrive à faire sur un 25 mètres moins de 15 mouvements à chaque longueur, le battement de temps il va se mettre en place de manière automatique. Et pour réussir à faire ça, tu dois forcément te mettre de plus en plus sur la tranche pour chercher un maximum de glisse. Donc je te mets en description le lien vers l'exercice de la paume magique qui va t'aider dans ce sens avec 2 autres exercices dans une semaine d'entraînement sensoriel pour avoir de plus en plus de sensations. Donc sur ce, je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire et aussi me dire si tu es plutôt en mode 2 temps comme Ledecky, Manodou, Wiffen ou en 6 temps comme Wellbrock ou Romanchuk ou alors en mode hybride, en mode 4 temps, c'est-à-dire un battement fort d'un côté et un battement fort de l'autre côté, en plus de 2 temps faibles, comme Sun Yang. Sur ce, je te dis à bientôt et bonne glisse.